Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à ce stade-là? Il nous reste des noyaux avec une charge électrique positive et des électrons libres, ainsi que des photons. Les neutrinos et l'éventuelle matière noire interagissent extrêmement peu et sont totalement libres. Mais la température reste très grande. Les électrons ne peuvent pas se lier aux atomes. Au noyau. Si d'aventure un électron se liait à un noyau, les collisions encore très violentes entre noyaux, entre atomes, ainsi que les photons très énergétiques, ioniseraient constamment et éjecteraient ces rares électrons qui se lient. Donc, la matière reste sous forme de plasma. La température baisse encore avec l'expansion, et cette fois-ci, il va falloir attendre longtemps. Il va falloir attendre 380 000 ans pour que la température descende suffisamment bas et qu'elle atteigne environ 3000 Kelvin. Elle passe de plusieurs millions de degrés à 3000 Kelvin. À ce stade, les électrons peuvent enfin se lier. Ils forment des atomes neutres et cette période est appelée recombinaison. Un peu improprement parce qu'ils n'ont jamais été combinés, donc ce n'est pas vraiment une recombinaison, mais c'est le terme consacré. Jusque-là, les électrons libres et les noyaux étaient chargés électriquement et interagissaient très bien avec les photons. Ce qui fait que, et la densité est encore assez importante, ce qui fait que les photons étaient constamment diffusés par les particules. Ce qui a deux conséquences. L'univers était opaque, la lumière ne pouvant traverser la matière librement, et d'autre part, on avait un équilibre thermique pour la matière et le rayonnement, constamment en interaction. Puis les atomes neutres se forment. À ce moment-là, la température a suffisamment baissé et les photons n'ont plus assez d'énergie pour arracher les électrons à cause du décalage vers le rouge. On va en reparler très vite. On a donc de toute façon à ce stade un rayonnement thermique à 3000 degrés et les photons correspondants n'ont plus assez d'énergie pour arracher les électrons. Donc les photons à ce moment-là vont se mettre à se déplacer librement. Ils ne sont plus diffusés par la matière. L'univers devient transparent. Le rayonnement à 3000 Kelvin va se déplacer librement, en ligne droite. C'est la naissance du rayonnement fossile. Le rayonnement thermique de cette époque qui s'est libéré. De plus, il n'y a pratiquement plus d'interaction entre la matière neutre et ses photons, et il y a un découplage entre matière et rayonnement. Et la diminution de température qui correspond est d'allure différente, un refroidissement thermodynamique légèrement différent entre matière et rayonnement. Les fluctuations primordiales, que nous savons exister, impliquent qu'il y a des zones de densité variable. Les densités ne sont pas très différentes, mais il y a des zones un peu plus denses, d'autres un peu moins denses, et les zones un peu plus denses atteignent 3000 degrés un peu plus tard, à cause de leur plus grande densité. La différence est faible, là aussi. Avant le découplage, la recombinaison, le rayonnement était en équilibre, c'était un rayonnement thermique. Et donc, le rayonnement qui est émis à 3000 Kelvin, qui se propage, est un rayonnement thermique à 3000 Kelvin. L'expansion continue, et le rayonnement fossile va alors subir un décalage vers le rouge. On peut avoir deux points de vue pour cela. Il y a le rayonnement classique, qui dit ce rayonnement qui nous parvient après des milliards d'années-lumière de voyage, a été émis très loin. Il y correspond une expansion et une vitesse très élevée qui implique un décalage Doppler. L'autre point de vue, c'est celui de la relativité générale, et de dire que l'espace s'étire avec l'expansion. C'est, dans la représentation du ballon, la surface du ballon qui s'étire en gonflant. Une onde électromagnétique qui se propage dans un tel espace ou sur le ballon
va subir aussi cet étirement, et donc un décalage vers le rouge. En fait, c'est tout à fait semblable au décalage vers le rouge gravitationnel. Le rayonnement qui est décalé suite à l'émission par un corps massif. Ici, les photons partent d'une zone de densité forte et se propagent vers une zone de densité de plus en plus faible à cause de l'expansion. C'est exactement la même chose qu'un photon qui quitte une étoile massive pour aller dans l'espace. Et cela provoque une perte d'énergie du photon qui doit sortir d'un puits de potentiel gravitationnel et donc un décalage vers le rouge. Pour des distances modérées, 1 ou 2 milliards d'années-lumière, 3-4 milliards, les deux, le point de vue classique et le point de vue relativiste, sont équivalents, ils donnent le même résultat. Mais pour des distances plus grandes, la courbure de l'espace-temps, je dis bien l'espace-temps, pas l'espace seul, que nous savons être pratiquement euclidien, mais l'espace-temps, lui, garde une courbure non négligeable. Sur de telles distances, ça a une importance, et cela conduit à des différences numériques entre les deux points de vue. Et le point de vue correct est celui de la relativité générale, bien entendu. Notons que ce rayonnement se décale vers le rouge, la courbe qui donne l'intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde se décale, mais en plus, le nombre de photons par unité de volume diminue, parce que le nombre total de photons est à peu près constant, mais comme l'espace est en expansion, on a une dilution du nombre de photons par unité de volume. On peut montrer que les deux se conjuguent pour... les deux conjugués font que le rayonnement garde un profil de rayonnement thermique. Donc on peut continuer à parler de rayonnement thermique même après le décalage vers le rouge. Et après 13,8 milliards d'années, l'expansion et ce décalage vers le rouge est tel qu'on obtient un rayonnement à environ 4 Kelvin. C'est celui que nous observons maintenant. Avec les petites fluctuations primordiales, certaines zones ont atteint 3000 degrés un peu plus tard. Il y a donc de petites différences de durée pour les zones de densité légèrement différentes et donc un décalage vers le rouge légèrement différent. Le résultat est que les zones du gaz primordial qui étaient un peu plus denses apparaissent dans le rayonnement fossile comme ayant une température un peu plus élevée. Et celles moins denses, une température un peu plus basse. On obtient des différences de l'ordre du millième de degré. C'est très faible, mais c'est mesurable. Nous voilà donc à cette période de recombinaison où les atomes se sont formés et la lumière, le rayonnement fossile, s'est évadé. Ces atomes sont neutres. Ils n'émettent pas de lumière. On a un gaz à peu près uniforme, un peu avec des fluctuations, et neutre, sans émission de lumière. Cette période s'appelle donc la période de l'âge sombre. Pour avoir, à part le rouge uniforme dû au rayonnement fossile, qui va s'assombrir de plus en plus avec l'expansion, à part ça, il faudra, avant de voir à nouveau de la lumière, il faudra attendre que se forment les premières étoiles. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons de la formation des grandes structures. Je vous remercie.